Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de Basket Info. Aujourd'hui, il est presque devenu banal en NBA de voir de nombreux duos faire briller leur franchise et c'est ce qu'on a vu tout au long de cette année. On peut citer par exemple le tandem des Phoenix Suns composé de Devin Booker et Chris Paul, Jason Tatum et Jaylen Brown qui ont porté les Celtics durant cette campagne de playoffs, mais aussi les Splash Brothers, Steph Curry et Klay Thompson qui ont conquis un nouveau titre. Thibaut, qui est en stage à la rédaction, a donc profité de l'été pour revenir sur des duos mythiques qui ont marqué l'histoire. L'objectif de la vidéo est simple, cerner les 10 meilleurs duos all-time sans les classer. Petit aparté avant de commencer, ça n'a pas été simple, et la paire Gary Payton et Shawn Kemp de l'époque de Seattle aurait pu se retrouver dans le top 10, tout comme Julius Erving et Moses Malone des Sixers des années 80, qui est aussi frappé à la porte. Il a fallu faire des choix, et nous les assumons. Commençons tout d'abord par un duo très récent, la paire Stephen Curry-Kevin Durant. A la base, le duo des Golden State Warriors, c'était avant tout les Splash Brothers avec le chef et Klay Thompson. Mais quand KD est arrivé lors de la Free Agency 2016, il a pris clairement la place de Klay dans la hiérarchie. En réalité, ce serait assez compliqué de classer ce duo, car il a joué dans une équipe vraiment compétitive qui sortait d'une saison à 73 wins avec un 5 de départ où on retrouvait à leur côté Klay Thompson, Draymond Green, puis en sixième homme un certain Andre Iguodala. Pour rappel, en 2016, les Warriors perdent la finale NBA contre les Cavaliers de LeBron, mais le plus important, c'est que Kevin Durant signe aux Warriors alors qu'il venait de se faire éliminer par Golden State quelques mois plus tôt en playoff avec le Thunder. Puis les fans des Warriors pourront largement remercier Draymond qui n'a pas hésité à l'appeler juste après le Game 7 pour lui proposer de rejoindre l'effectif. Tout ça, ça a fait beaucoup de bruit au sein de la ligue, mais ce recrutement va néanmoins permettre à Golden State de continuer de dominer la ligue et on aura rarement vu deux joueurs aussi complémentaires. Kevin Durant l'avouera lui-même, sur le terrain, les deux joueurs étaient très complices. Fun fact à savoir, c'est qu'avant de se retrouver, Curry et Durant se sont beaucoup affrontés sur les parquets de la NBA, mais aussi dès leur plus jeune âge alors qu'ils n'avaient que 10 ans. D'ailleurs, KD avait déclaré avoir été choqué de la qualité du shoot de Steph Curry dès cet âge-là, comme quoi il avait commencé déjà tôt. Mais revenons à Golden State. Ce qui a aussi marqué Durant lors de son association avec Steph, ce sont les qualités humaines du chef qui constamment faisait les sacrifices pour le bien du collectif. Avec Steph en spécialiste du shoot et Durant en scoreur polyvalent, le duo remporta 2 titres sur les 3 années qu'ils joueront ensemble de 2016 à 2019. Même si leur longévité est finalement assez faible, il nous semblait important de les mettre à l'honneur aujourd'hui. Enchaînons avec Jerry West et Wilt Chamberlain des Lakers. Déjà, il faut savoir qu'avant que ces deux joueurs évoluent ensemble, ils étaient parmi les plus dominants de l'époque. Cependant, que ce soit Wilt avec les Sixers de Philadelphie ou Jerry avec les Lakers, les deux n'arrivaient que rarement à battre les Celtics de Bill Russell. Malgré le titre finalement remporté à Philly en 1967, Wilt demande un transfert au front office un an après pour maximiser ses chances. Il obtient ce qu'il veut, tradé chez les Lakers pour rejoindre Jerry West afin de former l'un des meilleurs duos de l'époque, et au moins en saison régulière, ça fonctionne. Parce qu'en effet, sur le terrain, le meneur et le pivot produisent un jeu exceptionnel pour leur âge, alors qu'ils ont tous les deux plus de 33 ans. Même si Chamberlain n'est plus aussi dominant qu'avant offensivement, il fait quand même le job en défense pour boucher les trous. Mais le problème, c'est que la série noire des Lakers en finale continue avec une défaite au Game 7 des finales contre les Celtics en 1969 où Wilt se tord le genou en plein match. L'année suivante, le mauvais karma continue. Avec une défaite aussi au Game 7, mais cette fois contre les Knicks, après que Wilt ait été blessé quasiment toute la saison régulière. L'année 1971 est une année de transition pour le duo, et avec 2 finales perdues en 3 ans, les doutes commencent à émerger, et on se dit qu'ils ont peut-être laissé passer leur chance. Surtout qu'Elgin Baylor, qui complétait très bien le duo, arrivait vers la fin de sa carrière, et il finit par prendre sa retraite au début de la saison 1971-1972. Mais en fait, cette campagne elle correspond totalement au renouveau pour les Californiens. Les Lakers semblent intouchables avec un Chamberlain surpuissant et une défense tenace. Ils remportent 33 matchs consécutifs en saison, un record, et avec des playoffs maîtrisés et une victoire en finale face aux Knicks 4-1, Wilt permet enfin à Jerry d'être champion NBA. L'arrière, auteur de performances très moyennes en finale, a ensuite d'ailleurs amplement remercié le pivot de l'avoir mené vers son premier titre. Au final, cette saison 1972 a été exceptionnelle pour le duo et reste à coup sûr dans les mémoires des fans des Lakers. Si on doit dresser un bilan, Chamberlain et West aux Lakers, c'est 6 années ensemble, 4 finales NBA et 1 titre remporté. Même si nous aurions pu espérer davantage de trophées, cela reste quand même amplement respectable. La suite, c'est avec LeBron James et Dwayne Wade, qui sur le terrain affichaient une bien belle cohésion. Tout le monde se rappelle des no-look passes de Wade qui finissaient par un dunk en très haute altitude de LeBron. Mais revenons-en à la naissance de ce duo, qui avait été assimilé comme un tremblement de terre sur la planète basket. En effet, quand il quitte Cleveland pour Miami l'été 2010 avec cette signature spectaculaire et surtout sa méthode d'annonce controversée nommée par les journalistes américains The Decision, LeBron James essuie de nombreuses critiques venant des fans déçus des Cavaliers. À ce moment-là, LeBron arrive via un sign and trade entre le Heat et les Cavaliers dans lequel Cleveland récupère une multitude de picks.
Dans le même temps, Dwayne Wade signe un contrat de 107 millions sur 6 ans, et Chris Bosh arrive lui aussi à un sign and trade entre le Heat et les Raptors. Le Heat tient son Big Three et LeBron en est très content. Cela faisait longtemps que ces trois gars cherchaient à se réunir et la piste des Bulls avait même été envisagée avant finalement que tout se fasse à Miami. Les trois joueurs étaient absolument prêts à tout pour jouer ensemble, mais c'est bien le Heat qui a remporté le gros lot. Lors de son arrivée à South Beach, LeBron apporte sa capacité de passe et son intelligence de jeu, puis en développant son jeu au poste bas et un tir à 3 points très solide, le duo avec Wade, l'un des meilleurs arrière all-time, a fait des dégâts. C'est ainsi que lors des playoffs 2011, LeBron et compagnie retrouvaient les Mavericks en finale, après avoir sorti les Sixers, les Celtics et les Bulls, un vrai parcours du combattant. Mais grand favori, le Heat s'incline 4-2 sur la série avec un LeBron très décevant et très critiqué. Revanchard, ils ont rapidement retrouvé les finales en 2012 où LeBron et Dwayne ont affronté le Thunder de KD, Westbrook et Harden dans une opposition plus qu'impressionnante. Grâce à une grosse performance collective du Heat et une expérience bien supérieure, le duo gagne pour l'occasion son tout premier titre ensemble. L'année suivante, l'équipe est un peu moins convaincante sur le début de saison, mais c'est LeBron qui remettra la machine en marche grâce à quelques performances monstrueuses. Avec une série de 27 victoires consécutives en cours de saison, Miami arrive en playoff avec le plein de confiance et à ce moment-là, dans la conférence Est, plus personne ne semble être à la hauteur. En finale face aux Spurs, LeBron et Wade montreront tout leur talent pour gagner le Game 7 avec un LeBron en feu qui cumulera 37 points pour permettre au duo de gagner leur second titre. Le match 6 et le shoot de Ray Allen pour décrocher la prolongation de ce Game 7 resteront forcément dans les mémoires. Au total, après une défaite en finale à nouveau face aux impressionnants Spurs en 2014, le duo Flash King a remporté 2 titres NBA consécutifs en 2012 et 2013 et a joué 4 finales en 4 ans. Plutôt pas mal. Si Wade a connu pas mal de blessures, LeBron, avec 27 points de moyenne sur les 2 saisons du titre, mais aussi 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres, aura décroché 2 titres de MVP. Et il était pas loin d'être inhumain. Sa relation sur le terrain avec Wade était fusionnelle, tout comme en dehors, à tel point que ces deux gars se considéraient comme des frères. Et l'appel de Cleveland a toutefois été trop fort, et en 2014, le King a décidé de revenir à la maison pour y conquérir un titre, mettant fin à leur association. Bon, si Wade l'a ensuite rejoint dans l'Ohio, le duo n'a pas fait d'étincelle, et avec ses 4 belles années sous le maillot floridien, impossible de ne pas mettre Flash et le King dans cette liste. Évoquons désormais 2 joueurs qui ont empêché LeBron de conquérir plus de titres, Tim Duncan et Tony Parker. Ce duo a dominé la NBA pendant plus d'une décennie. TD et TP, en quelques statistiques, c'est 15 ans de carrière ensemble, durant lesquels ils n'ont jamais raté les playoffs, 50 victoires minimum lors de chaque saison régulière, le second duo all-time avec le plus de victoires, et 5 finales NBA pour 4 titres de champion. Assez impressionnant, non? Tim Duncan est arrivé en NBA en 1977 chez les Spurs, qui sortaient d'une saison assez catastrophique à la suite de la blessure de leur joueur phare, David Robinson. Mais l'impact de Tim est immédiat, avec le titre de rookie de l'année et des stats folles pour un débutant, 21 points et 11 rebonds de moyenne. Puis il remporte son premier titre NBA dès 1999 face aux Knicks, après un run monumental lors des playoffs. Déjà, ça pose les bases. Puis, malgré un David Robinson vieillissant, avec les arrivées de Tony Parker à San Antonio en 2001, combinées à celles de Manu Ginobili un an plus tard, une nouvelle ère s'est ouverte dans le Texas. Pourtant, tout ne fut pas rose au début pour TP avec Duncan, qui était très exigeant et refusait même de lui adresser la parole lorsqu'il était rookie. Heureusement, les bonnes performances du Français ont rapidement convaincu l'intérieur. Puis sous la direction de Greg Popovich, Parker et Duncan ont formé l'un des duos les plus efficaces de la ligue, avec un pick and roll létal qui a progressé au fil des années, parfaitement épaulé par le faux follet El Manu. De 2003, date du tout premier titre acquis ensemble contre les Nets du New Jersey, jusqu'au dernier en 2014 contre le Heat, Tim Duncan et Tony Parker ont mené de main de maître les Texans. Pour les faire durer, changeant de rôle au fil des années, Tipeee devenant peu à peu le leader au scoring sur le parquet, alors que TD était incontestablement le pilier du vestiaire. Pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente, puisque lors de l'été 2000, Tim Duncan, qui était free agent, est passé à 2 doigts de rejoindre le Magic d'Orlando. L'affaire avait fait beaucoup de bruit à l'époque et les rumeurs devenaient très chaudes. Mais Tim, après de nombreuses discussions avec David Robinson, avait finalement décidé de rester dans le Texas. Concernant Tipeee, le Français a aussi connu son lot de rumeurs. En 2011, les Spurs se font éliminer au premier tour des playoffs et les dirigeants texans ont longtemps réfléchi à monter un trade avec les Blazers où ils enverraient Tony à Portland pour monter dans la draft. À plusieurs reprises aussi, le nom de Jason Kidd est revenu sur la table du côté du Texas, ce qui aurait pu pousser Parker à faire ses valises. Heureusement, rien de tout ça n'a abouti et au fil des années, ils ont consenti les sacrifices financiers et fait passer l'équipe en premier pour rester au sommet. Tipeee et Timmy, c'est quand même 4 titres remportés ensemble et ces résultats collectifs leur donnent évidemment une place dans notre vidéo du jour. Maintenant, parlons de notre duo qui a fait des ravages sur pick and roll. Je veux bien sûr parler de Karl Malone et John Stockton. Sur le terrain, les deux jazzmen possédaient une alchimie tout simplement incroyable et ils ont quasiment disputé l'entièreté de leur carrière ensemble au Jazz
et sans cesse, l'un et l'autre se sont poussés vers le haut. Alors que tous les deux ont été draftés après le top 12, personne n'imaginait que les deux joueurs allaient devenir de vrais styles de draft et encore moins qu'ils formeraient l'un des meilleurs duos de tous les temps. Et ouais, avec un jeu de pick and roll qui restera un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, Malone est devenu le deuxième meilleur scoreur all-time avant de se faire dépasser par LeBron récemment, et Stockton, lui, est toujours le leader des passes décisives et des interceptions, rien que ça. À la fin des années 90, les deux joueurs étaient dans leur prime, mais en 97 et 98, le Jazz s'est heurté aux Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen en finale, les deux fois sur le score de 4-2. Le duo a eu beau être énorme, c'est quand même pas de chance d'être tombé face à cette équipe des Bulls légendaire. Cependant, ce que nous retiendrons en dépit de ces deux finales perdues, c'est que le duo a permis de largement faire rayonner le Jazz durant les années 90. Que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, les deux basketteurs avaient noué un lien très fort, si bien que Stockton a carrément demandé à Malone d'être le parrain de son dernier enfant, et ça en dit long sur la relation entre les deux joueurs. Les deux hommes auront disputé au final pas moins de 1422 matchs ensemble, un chiffre énorme pour le plus grand bonheur des fans du Jazz. Néanmoins, malgré une très belle carrière, ils n'ont jamais gagné de titre NBA en 18 saisons, ce qui est un peu le point noir de leur palmarès. Bon, après, ils se sont rattrapés en glanant de nombreuses récompenses individuelles. À eux deux, la paire regroupe 25 sélections de la All-NBA First Team et 24 sélections au All-Star Game. De plus, comme un symbole, lors du All-Star Game 1993, Malone et Stockton ont été élus co-MVP. Pas mal, non? Alors d'accord, ils n'ont pas gagné de bague, mais ça on s'en fout. Impossible de ne pas les mettre dans cette liste. Pour la suite, nous allons partir du côté de Boston. Tout commence en fait en 1978, lorsque les Celtics font le pari lors de la draft de sélectionner un certain Larry Bird en 6ème position, et alors même que celui-ci avait d'ores et déjà décidé de jouer la saison 78-79 avec l'Université de l'Indiana pour honorer sa dernière année à la fac. Bon, ce genre de choses ne pourrait absolument plus arriver aujourd'hui, mais c'était un bon choix, car ensuite, à l'été 79, dès son arrivée dans la franchise de Boston, Larry a un impact immédiat sur le jeu de l'équipe. Il permet aux Celtics de passer d'un des bilans les plus mauvais de la ligue au meilleur bilan NBA avec 61 victoires et 21 défaites en saison régulière. Bon, les Celtics se feront éliminer en finale de conférence face aux Sixers cette année-là, mais quand même, les débuts étaient très prometteurs. Cependant, le véritable tournant de l'histoire des Celtics intervient lors de la draft 1980. Les Celtics décident à ce moment-là de trader leur choix numéro 1 et numéro 13 aux Warriors contre le choix numéro 3 et Robert Parrish, qui sortait d'une saison à 17 points de moyenne à Golden State. C'est grâce à ce bon coup, et seulement grâce à ce bon coup, que la Maison Verte peut sélectionner Kevin McHale. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que ça leur a plutôt été favorable avec un titre gagné dès leur première année ensemble en 1981 contre Houston. Impressionnant. Cependant, McHale était un rookie et Bird et Parrish ont joué un rôle plus important cette année-là. Il était donc difficile de réellement parler de duo McHale-Bird. Néanmoins, le grand Kevin s'est rapidement développé pour atteindre son potentiel max et devenir une star. Globalement d'ailleurs, c'est la période entre 1983 et 1986 qui a fait de Larry Bird et Kevin McHale un des meilleurs duos d'histoire. Sur ces 3 saisons, l'ailier sera élu 3 fois MVP et fut considéré à l'époque comme le meilleur joueur du monde. Personne n'arrivait à défendre sur le grand blanc moustachu. Et ce qui est intéressant, c'est que sa domination a ouvert des espaces aux autres, permettant à McHale de devenir un scoreur quasi inarrêtable, lui qui est tout simplement l'un des meilleurs attaquants d'histoire au poste bas. C'est comme ça qu'avec leur père, les Celtics sont allés 4 fois consécutivement en finale NBA de 1984 à 1987 pour 2 titres en 84 et 86, respectivement contre les Lakers de Magic Johnson et les Rockets d'Hakeem Olajuwon. En termes de palmarès, on est plutôt pas mal, non? Et puis, le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes avaient en plus une relation très amicale, alternant trash talk à l'entraînement et descente de billard en sortie de match. 13 ans ensemble et 3 titres plus tard, certains diront que le front-court Bird-McHale reste le meilleur duo des Celtics de tous les temps. Et ils ont peut-être raison. Ceci dit, à Boston, le duo Bill Russell-Bob Cousy vient rivaliser très très fort. Commençons par Bob Cousy, qui lui se retrouve aux Celtics dès 1950 après la liquidation de son ancienne franchise des Stacks de Chicago. Il ne lui a fallu que quelques années pour devenir un des meilleurs meneurs de la ligue. Le souci, c'est que rapidement, les Celtics ont des problèmes dans leur secteur intérieur, mais surtout des problèmes de défense. Et ils voient la draft de 1956 comme un moyen parfait d'y remédier. C'est là que les Six vont cocher le nom d'un certain Bill Russell, superstar à la fac, qui a remporté 2 ans d'affilée le championnat NCAA avec les San Francisco Duns. Malheureusement, ils possédaient le 7ème pick, et ça ne leur permettrait pas d'obtenir Bill. Ils ont alors décidé de trader ce 7ème choix, plus Ed Macaulay, aux St. Louis Hawks, en échange du second choix de la draft. C'est là que la légende prend place, car même avec le choix 2, Boston n'avait que peu de chances de choper le pivot. C'est ainsi que pour s'assurer de récupérer Bill Russell en seconde place, la légende dit que Walter Brown, le propriétaire des Celtics, aurait négocié avec celui des Rochester Royals qui détenait le first pick. Ouais, en fait, Brown aurait promis d'envoyer une semaine à Rochester les Ice Capades, un spectacle américain sur glace dont il était le directeur,
si les Royals ne sélectionnaient pas Russell avec le premier choix. Vous voyez l'embrouille. Au vu de la foule que pouvaient apporter les Ice Capades à Rochester et de l'argent qui en découlerait alors que la franchise avait quelques soucis financiers, le deal fut accepté, une sacrée affaire. Parce que oui, quand Bill Russell il débarque à Boston en 1956, l'équipe a trouvé un parfait équilibre avec Bob Cousy qui lui gérait toute l'attaque tandis que Russell s'occupait de la défense, simple et efficace. Puis leur cohésion était belle, les deux joueurs étaient plus que des frères sur les parquets et on aurait carrément dit des jumeaux à travers leurs mouvements. Cependant, du côté extrasportif, tout n'a pas été aussi simple à une époque où la ségrégation raciale était prégnante aux États-Unis. Bob Cousy avouera même, après sa carrière, s'en être voulu, lui qui n'avait pas assez soutenu Russell dans ce qu'il vivait au quotidien. Mais malgré un contexte compliqué, la réussite du duo fut totale. Au final, les deux joueurs n'ont joué que 7 ans ensemble, c'est vrai, mais ils ont remporté 6 titres au cours de cette période, durant laquelle ils auront notamment battu à de nombreuses reprises les Hawks de Bob Pettit en finale. Et ces Hawks, c'est justement la seule team qui les a battus en 1958. Par la suite, même Wilt Chamberlain à son apogée n'a pas réussi à renverser les Celtics de Russell et Bob Cousy. C'est dire à quel point ces Celtics et ce duo étaient dominateurs. Et quand Cousy prendra sa retraite, en 1963, Russell continue à lui à amasser les titres, 5 de plus, pour atteindre le total hallucinant de 11 titres, un record jamais égalé à ce jour. Et on va pas se mentir, aujourd'hui encore, ce duo ne reçoit sans doute pas les éloges qu'il mérite, car aucun d'entre nous n'a pu les voir martyriser leur adversaire. À ce moment-là, ça aurait été une hérésie de ne pas parler d'eux aujourd'hui. Après les Celtics, revenons aux Lakers et à un autre duo légendaire de la franchise pourpre et or, Kobe et Shaq. Leur relation a commencé dès 1996 lorsque Shaq signait à Los Angeles lors de la Free Agency, alors que Kobe était lui drafté en 13e position par les Hornets, puis quelques jours plus tard transféré aux Lakers. En fait, juste après la draft, Kobe a eu une conversation avec le coach des Hornets, Dave Cowens, qui lui avait clairement fait savoir qu'il n'avait pas besoin de lui, ce qui a rendu l'arrière furieux. Jerry West, qui était à l'époque le GM des Lakers, a senti le bon filon et il voyait un très grand avenir en Kobe. Il a donc sauté sur l'occasion pour négocier un transfert. Après, il a fallu un peu de temps au gamin pour se développer, mais avec l'arrivée de Phil Jackson en 1999, tout s'est accéléré. Même s'ils étaient loin d'être les meilleurs amis du monde en dehors des terrains, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant n'en ont pas moins marché sur la ligne durant leur temps passé ensemble. Shaq montrait tous les soirs qu'il était le pivot le plus dominant de la ligue, tandis que le jeune Kobe, avec ses immenses qualités de scoreur, devenait un joueur essentiel des Lakers. La suite, vous la connaissez, cela a mené les Lakers vers 3 titres consécutifs en 2000, 2001 et 2002, mais bien sûr, ces succès ne pouvaient pas durer éternellement au vu des nombreux désaccords entre les deux joueurs. En gros, Kobe reprochait à Shaq de ne pas être assez sérieux, et Shaq reprochait lui à Kobe d'être trop individualiste. Ah là là, c'est guerre d'ego. Le Black Mamba a même raconté il y a quelques années qu'une fois, les deux s'étaient même battus à l'entraînement, Kobe jugeant que Shaq devait respecter ses coéquipiers indépendamment de leur âge ou de leur expérience. Les querelles se sont accentuées et finalement on est arrivé au divorce. En vrai, c'est la saison 2003-2004 qui représenta la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les deux se taillaient dans les médias, méchamment parfois, et Phil Jackson était même obligé de promettre des amendes pour éviter des sorties qui auraient rapidement pu être incontrôlables. La défaite en finale face aux Pistons, malgré les arrivées de Karl Malone et Gary Payton dans l'effectif, marqua la fin de l'association entre les deux joueurs légendaires. En 2004, Shaq partira chercher un nouveau titre à Miami, qu'il obtiendra en 2006, tandis que Kobe attendra 2009 et 2010 pour remporter de nouveaux titres avec les Lakers, cette fois en compagnie de Pau Gasol. Redevenus frères après leur carrière, peu importe toutes ces histoires hors des parquets, ce duo était bien trop puissant pour que nous puissions nous passer de lui aujourd'hui. Restons du côté des Lakers avec le duo Magic Johnson-Kareem Abdul-Jabbar. Vous ne le savez peut-être pas, mais comme pour Kobe et Shaq au début, la relation entre les deux était tendue, mais les années ont aidé au rapprochement des deux. Le meneur y a confirmé qu'il lui avait fallu des années pour nouer une relation avec Kareem en dehors du terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que Magic, comme le voulait la tradition, lorsqu'il était rookie, était le bisu de son capitaine. Il apportait à Kareem un hot dog, un verre de jus d'orange et le journal tous les matins. Malgré ça, le pivot se montrait tous les jours de plus en plus exigeant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Cependant, ça n'a pas empêché les Lakers de performer, vu qu'ils ont remporté le titre dès 1980 après avoir battu les Sixers en finale. Et pour la petite histoire, on retiendra notamment la performance complètement folle de Magic Johnson dans le Game 6 où il alignera 42 points, 15 rebonds et 7 passes décisives pour gagner le titre, tandis que Kareem était lui blessé à la cheville. On imagine que cette perf a dû faciliter le rapprochement entre les deux hommes. Mais bon, quittons le relationnel pour évoquer le basket, car sportivement, entre les deux, jamais il n'y a rien eu à redire. Aujourd'hui, on peut même limite affirmer que ce duo était composé du meilleur meneur all-time et du meilleur pivot all-time. Rien que ça. Ce qui est sûr, c'est que pour tirer la quintessence de Kareem, il était crucial d'avoir la bonne personne qui lui donne les ballons. Magic a relevé ce défi avec brio, et cette association est devenue légendaire. Pendant leur temps ensemble, le meneur a été 9 fois dans la First Team All-NBA, alors que Kareem en a lui décroché 6. C'est juste impressionnant.
Chez Lakers, loin de manquer de talent dans l'équipe à cette époque-là, avec par exemple James Worthy, Michael Cooper ou encore Byron Scott, c'est malgré tout le duo Magic-Karim qui détenait les clés de la réussite. Sur les 10 années passées à jouer ensemble, le duo est allé 8 fois en finale NBA et a remporté 5 titres, ce qui représente une sacrée dynastie. Et avec cette association, les Lakers ont pu battre en finale NBA des équipes redoutables comme les Sixers de Julius Erving en 1980 et 82, les Celtics de Larry Bird et Kevin McHale en 1985 et 1987, ou encore les Bad Boys d'Isaiah Thomas en 1988. Chapeau. Karim prendra sa retraite à la fin de la saison 89, à l'âge de 42 ans, tandis que Magic annoncera lui en novembre 1991 qu'il est séropositif et prendra sa retraite dans la foulée. Bon, il reviendra bien faire une dernière pige aux Lakers en 1996, qui elle ne restera malheureusement pas dans les annales. Le duo Magic-Cage a clairement marqué son époque et l'histoire de notre ligue préférée, et il était évident que nous allions parler de lui aujourd'hui. Je suis sûr que vous l'attendiez, et pour finir, impossible de passer à côté du duo Michael Jordan-Scottie Pippen, qui aurait décroché la première place si nous avions classé les duos. Pendant longtemps, MJ brillait de tout son éclat individuellement, mais les Bulls avaient vraiment du mal à passer un tour de playoff. Pourquoi ? Parce qu'il lui manquait un complément, un lieutenant idéal, et c'est là qu'entre en jeu Scottie Pippen. Revenons un peu aux bases de la création de cette paire. En 1984, Michael Jordan est drafté en 3e position derrière Hakeem Olajuwon et Sam Bowie, tandis que Scottie Pippen, lui, est drafté en 5e place en 1987, mais pas par Chicago. En effet, au départ, rien ne destinait Pippen à débarquer dans l'Illinois, car même si le front office le voulait absolument, impossible d'obtenir une telle cible avec le 8e choix. C'est ainsi que les Bulls ont organisé en fait un transfert avec les Seattle Supersonics pour obtenir le choix numéro 5 de la draft en échange du pick 8 et de plusieurs autres futurs choix de draft. Rendez-vous compte, sans ce trade fait à la va-vite au dernier moment, le duo n'aurait jamais vu le jour. Autant dire que Jerry Krause a eu une belle inspiration. Pour ce qui est de Jordan et Pippen, c'est à l'arrivée de Pippen que l'ascension des Bulls a été colossale. La défense excellente de l'ailier et son playmaking complétaient parfaitement l'énorme talent des deux côtés du terrain de Michael Jordan. Avec une demi-finale de conférence en 1988 perdue contre les Detroit Pistons et des finales de conférence en 89 et 90 perdues encore contre les Bad Boys, l'équipe a progressé chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer à quel point tous les échecs en playoff sont devenus une source de motivation et de progression pour les deux joueurs. Car ensuite, le duo ira 6 fois en finale NBA dans la décennie 90. Et vous le savez, ils les remportèrent toutes. Monstrueux. Dans leur siège, les Bulls vont réaliser la meilleure saison régulière de l'histoire lors de la campagne 95-96 avec 72 victoires pour 10 défaites, alors que Jordan était revenu en fin de saison dernière de sa retraite. Bon, le record depuis a été battu par les Warriors. Même si hors du terrain, les deux hommes n'étaient pas les plus grands amis du monde, sur le terrain, ils ont réussi à développer une véritable culture de la gagne. Aujourd'hui d'ailleurs, ça se sent qu'il existe encore quelques tensions entre les deux hommes, même des années après. La diffusion de la série The Last Dance sur Netflix, qui selon Pippen était trop centrée sur MJ, a priori fini de casser les derniers liens qui pouvaient rester. Alors oui, Jordan n'était peut-être pas le coéquipier le plus facile à supporter, et oui, Pippen a mal vécu le rôle de l'ombre qu'on lui avait attribué, ça c'est une chose, mais les deux joueurs ont quand même établi une réelle dynastie. 6 championnats en moins de 10 ans, c'est juste impressionnant. Surtout qu'on le répète, pendant cette période, Jordan a stoppé le basket pendant 1 an et demi pour se consacrer au baseball. Donc oui, clairement impossible de passer à côté de ce duo qui est sans doute le meilleur de toute l'histoire. D'ailleurs pour vous, est-ce que c'est vraiment lui le meilleur duo de l'histoire ? Dites-nous ça dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous! Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.